Merci Guillaume. Bonjour à tous, chers collègues. Déjà, je voudrais déclarer mes conflits d'intérêts et puis remercier à la fois les co-auteurs absents aujourd'hui, mais qui contribuent beaucoup à tout ce travail. Et puis remercier Guillaume et Jean pour leur invitation. Je suis assez ému d'être de retour à l'ASO parce que j'étais interne nantais. Et donc la dernière fois que j'ai parlé à l'ASO, c'était il y a 20 ans quand j'étais interne. Voilà. Donc moi je m'appelle Dr Lise, donc j'exerce à la clinique de l'Union, vous voyez, près de Toulouse. Le scanner en charge, en fait, c'est pas juste une machine, c'est un nouveau circuit patient. C'est pour ça que tous ceux qui sont pas ici, vous êtes assez peu nombreux en fait, ils se trompent en fait, parce que ça se passe ici, c'est-à-dire que le scanner en charge, ça va être ce qui va remplacer les radiographies, et donc ça a déterminé un peu tout ce qui vient après, parce que nous, sans radiographie, on fait pas grand-chose. Là, la vidéo, c'est des collègues, un centre qui ressemble beaucoup d'ailleurs au centre de Guillaume à Saint-Grégoire, c'est le centre Achille à Montpellier. Et on a filmé un peu en accéléré le débit des patients, et aujourd'hui, elle passe jusqu'à 50 patients par jour dans la machine. Donc ça a vraiment un débit qui est plus rapide qu'un appareil de radiographie. Il faut à peu près 10 minutes à un quart d'heure pour faire un bilan de pied face, profil, dorsoplantaire. Là, ça prend beaucoup moins de temps. Ça prend 30 secondes l'acquisition, 5 minutes pour analyser les images, et c'est parti. Voilà, donc nous, on a ça depuis 2016. On était les premiers en France. On n'était pas les premiers dans le monde, on n'était pas les premiers en Europe. Voilà, donc c'est vraiment un nouveau circuit patient. Et donc vous, les jeunes, vous allez travailler bientôt que avec ça. Donc c'est un examen où on a à la fois un examen en charge. Vous savez à quel point c'est difficile d'obtenir juste des radios en charge. Là, on a un scanner en charge. Ça fait pas plus de rayons. Ça fait des rayons comme 2,5 radiographies standard. Donc c'est un bilan de pied, c'est 3 radios. Un bilan radiographique de pied, ça fait plus de rayons qu'un scanner en charge cone beam de pied. Voilà, donc c'est très faiblement irradiant, et on a un diagnostic immédiat. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des patients qui reviennent, ils ont moisi pendant 2 mois, et enfin on a découvert que c'était un Lisfranc sur un scanner qui a été fait en retard. Là, on a le diagnostic tout de suite. Donc c'est une machine qui se présente comme ça, que vous avez vu, là c'est moi dans la machine. C'est assez petit, et donc ça va à côté du cabinet. Voilà, et c'est là qu'on commence à voir pourquoi est-ce que ça existe depuis longtemps. Les dentistes ont ça depuis 30 ans. Pourquoi est-ce que nous, on est à la traîne comme ça? En fait, parce qu'en fait, on fait les radios et le scan en même temps. Donc, à qui ça plaît pas l'idée spontanément comme ça? Qui est-ce qui a une spécialité, qui est en train de se faire racheter par des fonds d'intérêt financier, qui se fait un peu bouffer par l'IA aussi, et dont le gouvernement veut la peau parce que c'est la première dépense? C'est nos confrères radiologues qui sont dans une situation compliquée en ce moment. On l'a vu lorsque les cotations ont été rediscutées récemment. Et donc, c'est évidemment pas les premiers à se dire oh, « génial, on va prendre ça tout de suite ». Mais nous, il faut qu'on se batte parce que évidemment, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et puis aussi, il faut comprendre les radiologues. Et on voit qu'il y a des endroits où, à force de discussion, on y arrive, comme à Saint-Grégoire, comme à la clinique de l'Union ou dans d'autres endroits. Donc c'est vraiment une radiographie 3D en fait. Une radio, c'est on fait une face, un profil. Là, on va faire une face et elle va tourner tout autour du patient. Et tout ça, ça va faire un volume. Et ensuite, l'ordinateur va redécouper le volume en tranches pour qu'on puisse le voir avec nos yeux. Parce qu'évidemment, on ne peut pas voir avec nos yeux, et notre cerveau humain, c'est le volume d'un coup. Donc voilà, donc il y a un petit peu de maths là-dedans qui sont adaptés au cone beam, mais c'est un peu les mêmes principes que le scanner. Mais retenez pas que c'est un scanner, retenez que c'est une radio en 3D. Donc c'est un Italien, Mozzo, qui a inventé ça dans les années 90 et qui l'a appliqué tout de suite au dentaire, parce que c'était simple, on suspendait le truc, on le faisait tourner le jour de la tête, et ça a donné tout de suite des images dont les dentistes se sont emparés. Les dentistes, ils n'avaient pas les freins qu'on a, ils dépendent de personne en fait, ils dépendent pas de la Sécu, ils sont hors nomenclature, etc. Ils n'ont pas le service de radiologie, le directeur d'hôpital, et donc ils disent c'est génial ce truc, évidemment qu'il faut faire ça, donc on achète ça, on met ça dans le cabinet, et on fait tourner ça. Et maintenant, plus personne n'a une intervention maxillofaciale ou une intervention de dentaire sans cone beam, évidemment. Voilà. Donc c'est une technologie qui transforme les radiographies 3D en radiographie 2D. Donc ça se présente comme ceci. Je vais lancer le truc si ça fonctionne. Donc voilà, vous avez le 3D
avec des clichés que vous connaissez, parce que c'est comme un scanner, et vous avez le rendu 3D immédiatement. Donc le rendu 3D, c'est vraiment ce qui remplace votre radio. C'est là où vous voyez en 2 secondes ce qui se passe, et ensuite vous allez aller zoomer dessus. Il y a une courbe d'apprentissage et de 3 semaines à 3 mois. En fait, en 3 mois, on regarde plus les radios, en fait. Les gens avec des radios, on fait OK, laisse ça de côté, montre-moi ton cone beam, et je te dirai ce que tu as, parce qu'en fait, on prend l'habitude. Donc surtout vous qui êtes jeunes, je ne sais pas si il y a plein de jeunes ici, dites-le à tous vos collègues. C'est là-dessus qu'il faut apprendre à travailler. Ensuite, si on a cette courbe d'apprentissage, il faut qu'on ait des images qu'on connaît. Donc au départ, on regarde ces images qui sont générées automatiquement par la machine, qui sont des radios sur lesquelles on peut zoomer et on peut faire nos mesures standards. Voilà. Et puis on peut aller sur le 3D, on peut mettre la peau, enlever la peau, tourner autour. On n'a plus besoin de prendre les gens en photo. Alors mine de rien, tout ça, ça fait économiser pas mal de temps. Et vous voyez, quand on tourne autour, tout de suite, on se rend compte de ce qui ne va pas. En l'occurrence, là, c'est mes pieds. J'espère qu'il n'y a rien qui est trop de travers. Voilà. Et ça, on en parlera après. Donc les installations en France, elles sont exponentielles. Saint-Grégoire, c'était 2019, je crois. Mais voilà, comment 2024. Vous avez traîné. Vous avez traîné. Bon, en tout cas, voilà, la forme de la courbe initiale exponentielle, c'est un peu partout pareil dans le monde. Et la recherche a énormément explosé aussi. J'ai eu la chance de participer à la création de l'International Weight Bearing City Society, qui est une société pour moi qui a vocation à disparaître. C'est-à-dire qu'on est là, on met la machine sur la map et on dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire des radios, mais il faut les faire en 3D. Et le jour où, en fait, et c'est déjà le cas, il y a plus de 50% de la recherche, je vais à la OFAS, donc la Société du pied américaine, tous les ans, il y a plus de 50% des papiers qui sortent qui sont sur Weight Bearing City. Et quand on fait des papiers sur radio standard, on est obligé de dire, bon, une des limites de l'article quand même, c'est qu'on a fait que des radios standards alors qu'on aurait dû faire un scanner en charge. Voilà. Donc, vous avez le QR code. Si vous voulez flasher ça et si vous voulez devenir membre, ça nous aide, c'est gratuit. Et ça permet d'installer un peu plus cette technologie. On a fait un livre aussi pour résumer, on va dire, les 10 ans de recherche initiale. Voilà. Donc, la littérature orthopédique a explosé. La littérature radiologique aussi. Alors, avec retard et avec toujours un petit peu plus de freins, je vous ai expliqué la cause. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une diversification des articulations. C'est-à-dire que vraiment, au début, le scanner en charge, on pense tout de suite, OK, pour le pied, c'est génial, parce que nous, on a 28 os, 34 articulations, et tout le monde sait que c'est compliqué, le pied, et qu'on a vraiment besoin de la charge. Donc, c'est les chirurgiens du pied qui se sont emparés du truc initialement. Et d'ailleurs, la compagnie Curvebeam qui commercialise cet appareil avait bien compris ça, parce qu'ils ont fait un scanner au début qui faisait que les pieds. Mais maintenant, ils ont un appareil qui s'appelle le HiRise qui fait les genoux et les hanches aussi. Et bientôt, normalement dans l'année, le SkyRise qui va remonter jusqu'à la tête. Donc là, on pourra faire le cone beam dentaire, on pourra faire les épaules, ça va être super intéressant. Quand on fait un scanner ou un arthroscanner d'épaule, on est allongé. Quand on est allongé, la scapula revient en avant, enfin, ça rime à rien en fait. Voilà. Donc, on voit, alors il y a un petit dip dans la littérature ici, ça correspond bien évidemment au Covid, mais vous voyez qu'après, évidemment, ça repart de plus belle. Voilà. Et donc, évidemment, la prochaine étape, ça va être le genou. Pourquoi ? Parce que commercialement, le genou, c'est énorme par rapport au pied. Exemple, les prothèses de cheville, 500 par an en France. Et les prothèses de genou, 180 000, je crois. Et les prothèses de hanche, encore plus. Salut, Jean. Je t'ai remercié au début du topo. Encore. Ouais. J'ai une casquette de Juke pour toi aussi. Voilà. Et voilà. Et si ça vous fait un petit peu peur tout ça, je vous ai remis les images là de radiographie. L'appareil vous sort ces trucs-là parce qu'en fait, ça crée un jumeau numérique du pied de votre patient. Donc ce jumeau, vous pourrez lui faire tout ce que vous voulez, y compris le radiographier. Et donc vous avez des radiographies qui sont un peu de moins bonne qualité. Enfin, ça dépend, ça dépend parce qu'on reçoit des fois des radios, faut voir, mais qui sont de qualité, on va dire, suffisante et qui s'améliorent tout le temps aussi. Voilà. Donc, on dit que c'est un nouveau flux de patients ou un nouveau circuit patient. Il y a un endroit où ça s'applique particulièrement, ce sont les urgences. Quand on a 50 000 passages par an, c'est pas comme dans un cabinet libéral où, je sais pas, il y a entre 1000 et 5000 passages par an, on va dire.
Donc la littérature s'intéresse. Et on n'a pas besoin d'attendre le cone-beam. On sait, il y a des études qui étudient le 3D, donc le scanner, versus la radiographie en première intention aux urgences. Qu'est-ce que ça donne? À côté de combien de lésions on passe? En fait, on passe entre 20% à côté de 20% de fractures majeures, de 42% d'avulsions. Et le problème de mettre le scanner en première intention, c'est que la dose de rayon X est bien sûr beaucoup plus importante. Mais là, avec le cone-beam, elle ne l'est pas. Donc, il y a des études qui montrent, par exemple, que le cone-beam aux urgences, ça fait diminuer de 90% la dose radiographique sur l'ensemble des patients. Il y a plein d'autres études, hein, évidemment, surtout les entorses graves, Chopard, Lisfranc, qui sont loupées sur les radiographies. Il y a des diagnostics manqués, retardés. Et il y a l'étude de Anne Cotten. Pour ceux qui feront le DU du pied, c'est une dame qui, en tout cas moi, à mon époque, m'a donné les cours de radiologie du pied. Et dans son service, ils ont introduit un cone-beam pour voir quel était fait sur les radiations, le temps d'attente. En fait, il diminue le temps d'attente des gens de 50% aux urgences, parce que les gens ont pu à attendre, quand ils ont un doute sur la radiographie, d'attendre 1 heure que le scanner se libère, hein, pour qu'on puisse les passer au scanner. Là, on a tout de suite cette imagerie. Ça, c'est juste un petit exemple, mais je ne sais pas si quelqu'un voit quelque chose là-dessus. Patient qui passe au cone-beam, en fait, c'est un Lisfranc, un vrai Lisfranc. Voilà. Alors ça, c'est du 2D et du 3D. Vous voyez que c'est trompeur. Vous avez sûrement déjà vu ça circuler sur Facebook, mais c'est un vrai truc, ça. La photo prise au même moment. Et là, alors, on voit rien, en tout cas, rien n'a été vu. Et nous, quand on a reçu le patient, il y avait ça, quoi. En fait, on voit, il y a un petit décroché ici, mais il faut avoir l'œil. On ne peut pas en vouloir à l'urgentiste, en fait, au rythme où il travaille, de passer à côté de ça. Donc, ce n'est pas un problème d'urgentiste, c'est un problème, en fait, d'imagerie. On ne peut pas lui dire, sur une radiographie où on ne voit pas, de trouver des choses. Voilà. Et puis, il faut changer la façon dont on regarde les choses, dont on fait des mesures, parce que quand on se balade dans la matrice, on ne s'oriente pas avec un sextant, il faut changer d'outil. Et puis, il y a des nouveaux biais de mesure qui apparaissent. Par exemple, quand on est dans l'environnement 3D, on a un problème de coupe. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on oriente notre coupe? Dans quelle coupe, en fait, on fait la mesure? Et puis, est-ce qu'on a ce qu'on veut sur la même coupe? Quand on a une coupe qui passe par le tibia, le calcanéum, il est en arrière. Donc, il faut incliner la coupe pour avoir à la fois le tibia, le calca, et puis l'épaissir. Mais alors, du coup, on perd le bénéfice du 3D. Donc, en fait, il faut juste changer de logiciel. Il faut que les mesures évoluent et qu'elles deviennent aussi en 3D. Donc, en gros, on ne peut plus définir les choses par un point, par une distance, par un angle, parce que tout ça, ça se définit que dans un plan. Il faut au minimum 4 points pour définir des mesures dans l'espace. Et donc, moi, ça a été mon travail de recherche qui m'a fait rentrer là-dedans et qui a été à la source de tout le reste. C'est qu'on est reparti d'idées qui avaient été énoncées par d'autres. Newton disait, on construit rien, on construit sur les épaules des géants qu'on parlait avant nous. Donc, Amendola, il avait dit, le tibia, c'est pas un bon repère pour l'alignement de l'arrière-pied. Le bon repère, c'est l'avant-pied. Donc, il avait écrit une technique comme ça, où il prenait la tête de M5, M1, et puis il mettait un truc radio-opaque ici sur le talon et il s'orientait par rapport à l'avant-pied. Et Salzman, il avait dit, il ne faut pas faire des angles, en fait, il faut s'orienter par rapport à la verticalité, à la gravité terrestre, en fait. Et donc, il faut regarder le décalage par rapport à la verticale. Donc, c'est les offsets. Et donc, nous, on est parti de cela pour créer un logiciel qui fonctionne sur le scanner en charge, où, en fait, on va juste cliquer, clac, 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 ça prend 3 secondes sur M5, M1, calcanéum, le centre du talus, et on va voir ce décalage. Et là, c'est pas difficile à comprendre. La cheville ne se projette pas au centre du pied. Le gars marche à côté de ses pompes, littéralement. Donc ça, c'est un pied plat qui va décompenser, parce qu'il n'y a pas moyen que les tendons, le système musculaire, etc., l'architecture du pied rattrape ce truc-là. Voilà. Donc, ça a entraîné une explosion de la littérature autour du foot ankle offset qui a été utilisée pour décrire tout un tas de choses. Parce que c'est le bon outil, en fait. C'est le bon outil pour mesurer en 3D. Donc, on a pu montrer, par exemple, que l'architecture du pied est prédictive du centre des pressions sur une baropodométrie embarquée dans le scanner. On a pu montrer, et on a eu le World for Excellence à l'IFAS il y a quelques années pour ça,
on a pu montrer que la localisation des géodes sur les prothèses totales de cheville, elles sont liées à l'alignement. On s'en doutait, mais on n'a jamais pu le montrer parce qu'on n'avait pas l'outil de mesure adapté. Voilà. Et puis aussi, avec la Weight Bearing Society, on a mis en place un comité de standardisation pour que les gens s'entendent sur la façon de faire des mesures en 3D. Donc le foot ankle offset en fait partie. Mais quand on mesure un talus, l'orientation d'un talus, sa position, etc., il faut standardiser les choses parce qu'il y a mille et une techniques informatiques, on va dire, pour faire ça. Voilà. Et donc, je vous passe tout ce qu'on a fait depuis des années. Mais notre dernier papier, c'est pas le dernier, mais un des derniers dans le JBJS, c'est de dire qu'en fait, il faut redéfinir l'alignement. L'alignement, c'est pas juste la forme des os, c'est où se dépose, où est situé l'os à l'intérieur de l'os, où est la densité osseuse. Et on voit que sur un pied en valgus, un pied normal ou un pied en varus, eh ben, la zone bleue en fait et la zone jaune, elles contiennent chacune 50% de la densité osseuse. Et donc on voit que le plan médian, en fait, sur un pied normal, il passe au milieu, donc on est dans une situation équilibrée. Et là, on n'est plus équilibré, c'est-à-dire que là, il y a un point où la compression est beaucoup trop importante. Et on voit comment les chevilles instables, elles vont finir avec une arthrose antéro-interne et inversement pour les pieds plats. Donc en fait, quand on regarde l'alignement du membre inférieur global, on a anciennement l'alignement anatomique, c'est-à-dire que quand moi j'ai commencé, on mettait encore une tige dans le tibia, une tige dans le fémur pour les PTG, et on s'orientait par rapport à l'axe de l'os. Et puis après, on a bien compris, c'était déjà le cas à mon époque, que ça nous donnait un axe anatomique et pas mécanique. Donc, on faisait une correction. On avait Joe Lauteneur qui nous disait, hein, voilà, donc tu vois, donc tu enlèves 7 degrés la mesure que tu as faite et puis tu fais ta coupe en fonction de la correction. Mais la correction prévue sur une radiographie en 2D. Donc, nos 7 degrés, c'était peut-être 4 degrés, c'était peut-être 9 degrés. En fait, on ne sait pas trop. Voilà, donc anatomique, mécanique. Aujourd'hui, alors je ne suis plus chirurgien du genou, mais on parle d'alignement cinématique, il y a des débats là-dessus, mais globalement, on commence à dire qu'il faut prendre en compte aussi les parties molles, le mouvement, les axes de rotation, mais je pense que l'avenir, c'est l'alignement gravitationnel, c'est-à-dire on va pouvoir mesurer exactement où se situe la densité osseuse, et en fait, ça, c'est la somme, c'est le 4D, en fait, c'est la somme du déplacement de la densité osseuse au cours du temps. Alors, Mathieu Olivier, je ne sais pas s'il est là. Il est là. T'es là? Oui, enfin, il est à la SEO, ok. Il est... Bon, en tout cas, vous savez que c'est l'apôtre de la ligne de Mikulitz, mais elle a un problème, sa ligne de Mikulitz, c'est qu'elle s'arrête à la cheville. Elle ne va pas en dessous. Et Mathieu Olivier, c'est quelqu'un de brillantissime. Alors, pourquoi il ne regarde pas le pied? C'est simplement parce qu'il ne peut pas le voir. Parce que sur un cliché, un pangonogramme, on voit ça, en fait. Et donc là, vous comprenez que c'est pour ça qu'on ne le regarde pas, qu'on ne l'inclut pas, en fait, parce que ça introduirait plus d'erreurs que d'autres choses. Voilà. La rotation aussi, on peut la voir sur un scanner en décharge. Par contre, on ne peut pas voir la configuration des os l'un par rapport à l'autre, notamment dans le plan coronal. Donc il y a plein de choses, si on n'a pas ces appareils, on ne peut pas le faire. Je tiens à dire aussi que c'est complètement différent d'un EOS. Un EOS, c'est du bone morphing, ce n'est pas la vraie anatomie du patient. Par exemple, quand on fait une PTG avec un guide de coupe sur mesure ou en robotique, on fait un scanner, on ne fait pas un EOS, d'accord? C'est pas possible. Mais par contre, cette planification, on entend parler, les guides de coupe sur mesure, la robotique, mais en fait, il y a un demi-mensonge là-dedans. C'est-à-dire que, oui, le guide de coupe et la robotique, elles sont en 3D sur l'anatomie du patient. Par contre, la planification de la correction, c'est toujours un vieux pangonogramme en 2 dimensions avec des erreurs de projection qui sont très importantes, qui sont de l'ordre de 20-25%, 20-30%. Voilà. Sur l'alignement global du membre inférieur, il y a plusieurs concepts. Celui qui est le plus connu, c'est celui de Pisani avec la coxa pedis. Et donc ça, en tant que chirurgien du pied, ça nous amène à nous poser des questions sur le rôle de la soutalienne. Donc le gros travail qu'on a fait avec les Américains, en particulier César Neto, c'est de confirmer le rôle de la subluxation soutalienne dans le pied plat progressif. Il y a une conférence de consensus internationale qui a eu lieu il y a quelques années, qui a renommé le pied plat acquis de l'adulte en PCFD, Progressive Collapsing Foot Deformity, à traduire en français. Voilà. Mais dans les technologies qui ont été, je reviens en arrière, développées grâce au scanner en charge, on est capable de segmenter les os, c'est-à-dire que la machine sait
que cet os-là, c'est le talus et qu'en dessous, il y a le calca. Et donc, on peut calculer exactement l'espace entre les deux os et faire ce qu'on appelle du distance mapping, et ensuite mettre des seuils dans les distances interosseuses et parler de couverture ou de découverture. Donc là, vous avez un pied normal, où vous voyez que l'ombre en fait, du naviculaire vient bien se projeter sur le talus, et là, en fait, on a un naviculaire qui est complètement parti en externe, avec un pied qui s'est effondré, avec une découverture talienne. Et on est capable de chiffrer ça de manière beaucoup, beaucoup plus précise que juste en faisant un angle sur une radio. Et donc, le concept d'alignement global du membre inférieur évolue vers un concept avec une symétrie interne au niveau du segment jambier, où, en fait, la hanche est le symétrique de la soutalienne. Non, comme disait Pisani, en fait, avait dans son papier Princeps, expliquait que le fémur était le symétrique du tibia. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Le fémur est le symétrique du talus et l'axe de symétrie est dans la jambe. On avait un peu étudié ça aussi. On a fait quelques papiers pour... je me dépêche. Il me reste un peu de temps, Guillaume. On a fait 2 études donc, sur l'alignement global. À l'époque, on n'avait pas le scanner en charge qui remontait jusqu'aux hanches, donc on avait fait avec de l'EOS biplan et du scanner en charge. On avait montré globalement que la torsion tibiale externe était corrélée avec le varus, et on avait montré sur le papier précédent qu'on avait décrit des morphotypes, soit varus-varus, typiquement l'agriculteur avec son arthrose tibio-fémorale interne et son instabilité de cheville. On a la femme en surpoids après la ménopause qui est en valgus, pied plat. Et entre les deux, sur des déformations modérées, on a un système compensatoire où la soutalienne s'adapte à la déformation dans le plan coronal au niveau du genou. Voilà. Ça, j'en ai déjà parlé, c'était mon histoire de baropodométrie. Donc, après, vous voyez tout ça et vous dites, là, ça part un peu dans tous les sens. Je vous ramène toujours à réfléchir que c'est une radio 3D. Déjà, ça fait gagner énormément de temps aux patients, à vous, à tout le monde, gagner beaucoup d'argent à la Sécu. Vous le savez tous, hein, les patients qui ont une radio et puis ça va pas, et puis 3 semaines après, le médecin traitant prescrit un scanner. Et puis il revient, et puis il voit qu'effectivement, il y a un arrachement osseux. Puis en fait, vous le voyez parfois des mois après, mais tout ça, le patient, il reste en arrêt de travail, il n'a pas le traitement qu'il faut, il aura un traitement de ses séquelles. Les séquelles, ça donnera un moins bon résultat que s'il avait eu le traitement initialement. D'accord ? Donc tout ça, c'est des dépenses qui passent sous le radar, mais qui sont réglées par cette technologie. Donc, un des trucs qui fait gagner aussi beaucoup de temps, c'est la segmentation automatique. Donc, à l'époque, dans la fin des années 90, début des années 2000, il fallait prendre chaque coupe de scan, prendre sa souris, entourer chacun des os, et ensuite, le logiciel additionnait tout ça. Et maintenant, l'IA fait ça automatiquement. Donc, vous avez en 5 minutes un rapport comme ça qui vous montre où sont les os, et vous avez toutes les mesures. Toutes les mesures. Je me suis amusé à calculer le nombre de mesures possibles dans un pied. Il y en a plus que d'atomes dans l'univers. D'accord ? Donc, en fait, on va simplifier les choses. On ne va pas multiplier les mesures jusqu'à temps qu'on n'en puisse plus. Hein. L'idée, c'est vraiment de gagner du temps et de programmer le truc pour qu'il vous donne tout de suite, voilà, j'ai un arrière-pied, je veux telle mesure, je clique sur le bouton, j'ai tout de suite les mesures. Voilà. Et puis l'étape d'après, c'est de s'intéresser au tissu mou, parce qu'en fait, un squelette en décharge, vous connaissez rien au tissu mou. Quand vous le mettez en charge, en fait, la déformation, c'est le négatif des excès de contrainte qu'il y a sur les tissus mous. Donc vous pouvez les calculer. Et ça s'appelle les études en éléments finis. Et les études en éléments finis, il fallait développer des modèles de pieds, de genoux, de machin, de tout ce que vous voulez, et ça prenait des plombes. En général, c'est un thésard qui fait ça sur 4 ans, et quand il a rendu sa thèse, le truc, il part à la poubelle. Et maintenant, alors, il partait à la poubelle parce que le scanner en charge n'existait pas. Maintenant, il y a des boîtes. Donc, celle-là, c'est TwinSight. C'est une boîte qui est basée entre Paris et Grenoble, qui est française, Cocorico, et qui est capable donc de vous donner en temps réel. Et donc, il y a un truc qui s'appelle SurgiView maintenant, qui a l'agrément FDA, etc. Et on fait une planification de la PTG en pré-op, et en per-op, on fait bouger. Donc, il y a des marqueurs. Hein, je vous passe les détails, vous les connaissez mieux que moi. Mais en temps réel, il vous montre les tensions que vous avez sur vos parties molles. Et donc, j'ai vu un exemple, je crois que c'est
C'est pas cet exemple-là, mais on voit un exemple où c'est un Varus sur le LCM, il y a du rouge, il y a du bleu de l'autre côté ou du vert, et on voit qu'on a mis les implants de la taille qu'il faut, etc. Et malgré tout, le LCM est en tension. Donc on fait un petit pie crusting dessus, et en temps réel, on voit le truc qui redevient bleu, et on est content. Et tout ça est quantifié. Et d'ailleurs, l'autre truc que je vous montrais aussi, là, ça s'appelle du CT RSA. Donc, CT, c'est le scanner. RSA, c'est radiostéréométrique analysis. Donc ça, en fait, c'est une PTG avec 2 scanners en charge à 6 mois d'intervalle, ou 2 ans, je ne sais pas le délai exactement, mais on est capable de voir de combien il a bougé et de le quantifier. On va pouvoir voir la vitesse de décèlement. Et donc, on va pouvoir, sur des grands nombres de patients, déterminer des seuils où on s'inquiète. OK, il y a un décèlement, mais la vitesse du décèlement est normale. Par contre, là, elle est trop importante, ce patient va se déceler, il a déjà mal, on y va, on intervient. Donc, on va intervenir plutôt sur des patients avec de meilleurs stocks osseux. On va améliorer la qualité des reprises. Voilà. Et puis on peut faire du morphing aussi quand on s'en va au bloc. C'est bien d'avoir une image comme ça qui vous montre à peu près l'avant. Alors c'est par rapport au côté contralatéral, pour autant que ça puisse être une référence fiable, ça se débat, mais c'est bien de savoir ce qu'on va faire comme correction. Ça, c'est un talus où on a repéré, c'est des algorithmes qui fonctionnent sur la densité, la ligne fracturaire, le plan moyen fracturaire, et ce qu'il faut comme correction pour le matcher par rapport au contralatéral. Et donc, par rapport à ça, on fait un guide de couple, on prélève une petite crête et on y va. Voilà. Pareil pour tout ce qui est chirurgie d'ostéotomie, de réalignement. Alors, on le fait déjà autour de la cheville parce que cette technologie a intéressé en premier les chirurgiens du pied, mais par pitié, vous qui êtes chirurgien du genou ou de la hanche, il ne vous reste plus qu'à nous emboîter le pas. Les recettes seront exactement les mêmes pour les OTV, les ostéotomies du fémur, etc. Pour vous, et avec les mêmes avantages. Voilà. Donc, je reviens à nouveau sur ce concept. Le scanner en charge, on ne devrait pas l'appeler scanner déjà. On devrait l'appeler orthopedic cone beam, ou les Allemands parlent de DVT, Digital Volumetric Tomography. En tout cas, il faut retenir que c'est une radio 3D, parce qu'il y a ce que j'appelle le piège de la charge. C'est-à-dire que si on dit « Ah, c'est un scanner en charge », donc OK, j'ai déjà le scanner. Donc en fait, dans sa tête, on a déjà passé le stade radio-scanner. On se dit « Qu'est-ce que ça ajoute en plus ?» Mais en fait, du coup, tu as 3 indications par an. Et c'est pas intéressant. Et personne s'y intéresse parce que le radiologue, il s'y retrouve pas financièrement, par exemple. Okay, mais en fait, c'est pas ça. Ça doit remplacer le circuit complet. C'est-à-dire que ça ne se place pas après le scanner dans 3 indications de niche. Ça se place au moment des radiographies. Et dans le centre de Guillaume, dans mon centre, au centre Achille, dans tous les centres qui poussent en France, en fait, on fait ça en première intention. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Ça, c'est Martinus Richter, qui est le fondateur de la Société internationale du scanner en charge. Et lui, il dit, les 3 prochaines indications, c'est les 3 prochains patients. Et même toi, Guillaume, tu vois, qui l'utilise au quotidien, quand tu as introduit la conf, tu as dit, il va vous parler des indications du scanner. Tu vois, et donc, à quel point, en fait, ce à quoi on a été élevé est ancré en nous et on a du mal à s'en défaire. Et même moi qui vous parle donc, de radio 3D à longueur de journée, je viens de vous redire scanner en charge. Donc, ne m'écoutez surtout pas. Martinus a publié un papier où il a publié ses 5 ans de scanner en charge. Et donc, il a montré une baisse des radiations de 10% sur l'ensemble de la population, une amélioration des coûts de 50%, non, pardon, c'était 50 € par patient, en essayant d'être le plus neutre possible par rapport à tous les systèmes de santé qui existent, et une amélioration du temps passé, donc du temps perdu par le patient et le personnel soignant et l'établissement, de 70%. Finalement, c'est le plus évident. Donc voilà, donc la vision, c'est que ce matériel, ces clones, ces jumeaux numériques créés à la base par la radiographie 3D, vont servir, les données brutes vont être analysées par l'IA, permettre de faire des planifications personnalisées, des procédures chirurgicales et des implants personnalisés, et au final, les données qui ressortiront des procédures chirurgicales et des implants personnalisés vont revenir alimenter les IA pour améliorer encore les performances. Voilà, donc ce n'est pas une question de quand ça va se faire, d'accord ?
c'est plutôt une question de qui va le faire. Et nous, on est soignants, on a intérêt à garder accès aux données, on a intérêt à s'intéresser à ces problématiques et à se bouger pour que ça avance chez nous aussi, parce que vous voyez, ça, c'est le Congrès américain, et il y a un cone beam sur le stand Stryker. En fait, ils vont distribuer en échange de nous forcer à poser certains implants. Et donc, il y a déjà, enfin, c'est partout dans les médias, je suis sûr que vous vous intéressez à ça, mais il y a une bataille de la donnée en ce moment. Qui va garder les données? Est-ce que c'est nous, les professionnels? Est-ce que ce sont les assureurs? Est-ce que ce sont les fabricants d'implants? On a tout intérêt à se bouger pour aller dans le bon sens. Donc, en conclusion, je vais passer, parce que vous avez tout compris. Voilà. Et je voulais finir en disant que ça, le code BIM qui tombe comme par enchantement à Noël, ça n'arrive pas en fait. Parce que je vais parler de ça partout dans le monde, j'ai cette chance depuis 10 ans, et les gens me disent, alors moi j'ai pas accès au code BIM, qu'est-ce que je fais? Alors là, écoute-toi poser la question, et tu as tout de suite la réponse, c'est qu'il faut, pour rester poli, il faut se bouger. On sait où sont les oppositions, elles sont financières, parce que quand on demande de sortir, les appareils coûtent allez, entre 120 et 500 000 euros, ben, même si derrière, il y a des gains pour tout le monde, hein, peut-être pas les 2 premières années parce qu'il faut rembourser l'appareil, etc., mais après, tout le monde y gagne, et le patient, il y gagne d'emblée. Ben, c'est difficile de sortir une zone comme ça. Alors maintenant, ils ont des solutions de leasing, etc., c'est même pas le problème. Il y a aussi le problème de ben, j'attends de voir ce que font tous les copains, puis quand tout le monde s'y met, ben, ça y est, je m'y mets, et voilà, vous connaissez tous ces phénomènes-là. Mais à un moment donné, quand je vais en parler, j'ai trop entendu, et qu'est-ce que je fais? J'y ai pas accès. Mais si, tu as accès, en fait, c'est en vente libre, tu y as accès. C'est juste qu'il faut que tu te bouges, que tu ailles parler au radiologue, au directeur, pour en avoir un, en fait. Et il ne faut pas accepter une réponse négative. C'est non, non, attends, tu n'as pas compris. Si, je suis radiologue, attends, j'ai compris. Non, non. Tu n'as pas compris, assieds-toi, donne-moi une chance de m'expliquer, je vais te montrer la science, je vais te montrer tout ça, tout le recul qu'on a, et tu vas comprendre en fait. Voilà. Et merci pour votre attention, j'espère que je n'ai pas été trop long, qu'on a le temps pour quelques questions. Tu as été parfait. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Excellente question. Merci de l'avoir posée. Les radiations, ce n'est pas un problème. Déjà, les murs qui concernent des zones non passantes ne sont pas concernés par le plombage, tu n'en as pas besoin. La réalité, c'est que la machine est plombée d'emblée. Donc, quand tu mets un compteur Gégère à côté, tu n'as rien. Pour respecter la réglementation, néanmoins, il faut mettre un plombage de 2 mm sur les couloirs passants. C'est un billet de 5 000. Normalement, ça, ce n'est pas un vrai problème. Par contre, la cotation, en fait, on a l'impression en France qu'on a un problème parce qu'aux États-Unis, c'est remboursé comme un scanner. En France, c'est remboursé comme une radio. 600 $, 30 €. Mais en fait, on a raison. C'est-à-dire que c'est complètement bloquant là-bas, parce que les assureurs ne veulent pas remplacer les radios par des scanners en charge, parce qu'ils vont dire que nos coûts vont exploser. Donc en fait, nous, on a raison, on a une cotation qui est plus petite, donc la seule façon que ça marche, c'est de mettre ça en première intention pour tous les patients, et là, tu as suffisamment de patients, et ça fonctionne. Donc en fait, on a une chance historiquement, et en termes d'adoption, on est devant eux, largement. En rapport chirurgien-utilisateur, on est devant. Donc c'est un faux problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, juste un point, il y a des centres comme le nôtre, où l'appareil est chez les radiologues, mais tu l'as sous-entendu, nous, chirurgiens, on peut en faire l'acquisition. Tout à fait. Alors, je conseille toujours, effectivement, les radiologues sont dans une situation historiquement compliquée. Donc, les fonds de pension veulent en faire des machines à cash comme les laboratoires de biologie. L'État vaut leur peau puisqu'ils représentent une énorme dépense. Je crois que c'est le premier poste de dépenses en santé en France. Et l'IA enfin voilà, cancer du poumon, mammographie, tout ça. Enfin, on a tous vu les résultats de ces études-là. Donc, il faut être solidaire.
il faut aller leur parler en premier. C'est un appareil avec des rayonnements ionisants. On a le droit d'en faire, mais c'est avant tout leur spécialité. Donc, il faut faire ça avec eux. Maintenant, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mes radiologues ont compris, ils ont fait l'acquisition, etc. Guillaume aussi, il y en a d'autres en France. Mais il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Il y en a qui ont eu des fins de non-recevoir. Ou alors des trucs, ouais, on s'appelle, on en discute, on fait une réunion, puis en fait, personne n'est dispo. Et puis ça dure 6 mois. Enfin, je ne citerai pas de nom, mais ça a duré 6 mois. Au bout d'un moment, le collègue a dit, on arrête, c'est bon, on le fait nous-mêmes. On a fait ce qu'il fallait. Voilà, on ne peut rien nous reprocher. Donc on y va. Mais c'est vrai qu'il faut en passer par là. Et je pense qu'ils y viendront parce que c'est le sens de l'histoire, quoi. C'est du 3D. Quand on est passé des cartes routières au GPS, personne n'est revenu en arrière. Comme tout le monde, ça m'a pas plu au départ parce que je suis orthopédiste, parce que je sais lire une carte routière et que j'ai ce petit truc quand je lis une carte routière, me dire voilà, je fais mon truc. Et donc le GPS, ça me plaisait pas. Donc pendant 1 an, j'ai résisté. Et puis j'en ai essayé une fois et je suis jamais revenu en arrière. Donc voilà, c'est le sens de l'histoire, ça va se faire et le plus tôt le mieux.